Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un projet de voyage très personnel. Un road trip en camping-car, en solo, pour la période de Noël 2025. On a devant nous un plan de bataille qui est ultra détaillé. Oui, c'est ça qui est fascinant. On a deux types de sources. D'un côté, un tableau très factuel, presque froid, des dates, des kilomètres. Voilà, l'itinéraire pur et dur. C'est ça. Et de l'autre, des notes beaucoup plus narratives qui nous donnent le contexte, les motivations, le pourquoi du comment. Exactement. Notre mission, c'est donc de décortiquer ce périple. 9 jours, 4 pays. On va essayer de comprendre la logique, le rythme, et ce que ça révèle sur l'art de planifier une aventure comme ça. Allez, on met le contact. Et on va voir que derrière chaque kilomètre, chaque horaire, il y a une véritable histoire qui se dessine. C'est pas juste un trajet. Tout à fait. Alors, avant même de regarder la carte, parlons de la personne au volant. Les notes nous présentent David, 53 ans, chauffeur de bus à Cannes. Chauffeur de bus, c'est un détail important. Et il vient tout juste d'acquérir son camping-car. Ça fait à peine 2 mois. Ah, voilà, le contexte change tout. Ce n'est pas un vieux routier du camping-car, même si c'est un pro de la route. Il est en pleine phase de découverte de sa machine. Oui, il a fait quelques essais, un voyage aux Baléares, donc il part pas complètement de zéro. Non, mais un périple dans les Alpes, en plein hiver, ça reste un sacré baptême du feu. Surtout seul, il le précise bien, il voyage seul, mais reste, je cite, ouvert à une rencontre. C'est une petite phrase, mais elle donne tout de suite une dimension très humaine, une certaine couleur au projet. Exactement. Voyage solo en hiver, ça souligne une quête de liberté et d'autonomie, loin des contraintes des hôtels, des réservations. C'est une affirmation d'indépendance totale. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Phase 1, le départ de Provence vers l'Italie. Jour 1, samedi 20 décembre. Départ de Fayence, direction Alexandrie en Italie. Et là, d'entrée de jeu, grosse étape. 5h30 de route, 350 km. Oui. C'est un peu brutal pour un premier jour de vacances, non ? On pourrait le penser. Mais si on regarde la suite, on comprend la stratégie. C'est une sorte de poussée initiale. L'idée, c'est de faire le gros du chemin le premier jour. Pour se mettre directement dans l'ambiance ? C'est ça, pour s'arracher au quotidien. On traverse la frontière d'un coup, et le lendemain matin, on se réveille déjà loin en Italie. Psychologiquement, c'est très, très efficace. Le jour 2, le trajet est minuscule. 1h30 à peine, entre Alexandrie et le lac de Côme. Et là, tout prend son sens. Il arrive tôt, il a toute la journée pour profiter du lac. C'est un effort suivi d'une récompense immédiate. Le but, ce n'est pas de rouler, c'est d'être à Côme. C'est une gestion du rythme qui est vraiment intelligente. Bon, et après cette mise en bouche italienne, on attaque le plat de résistance, le cœur alpin. Oui, et c'est là que le voyage prend une autre dimension. Jour 3, lundi, il part de Côme vers Vaduz, au Liechtenstein. Encore une grosse étape, 5h30 de route. Mais il y a un détail. Ah oui, et quel détail je lis dans les notes. La traversée des Alpes suisses, ce sera exclusivement par les routes cantonales, pour éviter l'achat de la vignette. Alors là, je suis partagée. D'un côté, c'est malin pour le portefeuille. C'est clair ? Mais de l'autre, les routes secondaires en Suisse, en hiver, en camping-car, c'est pas un peu téméraire ? C'est la grande question. Et ce choix, il en dit très long sur lui. D'un point de vue pragmatique, oui, c'est un pari. Ces routes sont plus sinueuses, peut-être moins bien déneigées. Le trajet est plus long, c'est sûr. On sent le chauffeur de bus qui n'a pas peur, qui a confiance. C'est plus que ça. C'est un arbitrage très clair. Il ne choisit pas la rapidité ni la facilité. Il choisit l'expérience, le paysage, le défi de la conduite. Pour lui, le trajet fait partie de la destination. D'accord, c'est un choix de baroudeur, pas de touriste pressé. Voilà. Après cette traversée un peu épique, il arrive donc au Liechtenstein. Et là, de nouveau, le rythme change. Le lendemain, jour 4, c'est une toute petite étape. 1 heure à peine pour aller à Bregenz, en Autriche. C'est fascinant cette pulsation dans son itinéraire. Une longue journée intense, suivie d'une journée de quasi-repos. Il arrive à Bregenz le matin, il a tout son temps. Les notes disent qu'il veut visiter, monter au mont Fender. Il s'imprègne vraiment des lieux. Et cette logique continue. Le jour 5, c'est le 24 décembre, la veille de Noël. Le matin, il est encore à Bregenz. Il envisage même un crochet par Lindau en Allemagne. Puis l'après-midi, seulement 1h45 de route pour arriver à Innsbruck. Pile pour le réveillon. Exactement. Si on prend un peu de recul, cette séquence de 48 heures,
C'est le sommet narratif du voyage. C'est pour ça qu'il est parti. Il traverse le Liechtenstein, explore une ville autrichienne, passe potentiellement en Allemagne et arrive pile au bon moment dans la capitale du Tyrol pour vivre l'ambiance de Noël. C'est un crescendo parfait. C'est vrai qu'Innsbruck, pour Noël, c'est iconique. On imagine les marchés, la neige sur les montagnes. Complètement. Et le jour de Noël, le jeudi 25, c'est le point d'orgue, 0 km. La journée est dédiée à Innsbruck. Et les notes sont précises. Le centre historique, le fameux petit toit d'or. Et il y a un autre détail que je trouvais très révélateur. Il mentionne le funiculaire de Ungerbourg en précisant « architecture de Zaha Hadid ». Ce n'est pas anodin. Ah du tout. Ça nous dit qu'il n'est pas juste là pour la carte postale. Il y a une vraie curiosité culturelle. Il s'intéresse au patrimoine ancien, mais aussi au design contemporain le plus pointu. C'est quelqu'un de curieux. Et puis il y a cette autre dimension. Passer Noël seul, à des centaines de kilomètres de chez soi, à explorer une ville, pour beaucoup, ce serait l'inverse de l'esprit des fêtes. C'est un choix fort, qui dénote une grande indépendance d'esprit. Il est profondément à l'aise avec lui-même. Ce n'est pas un voyage pour fuir la solitude, c'est peut-être pour la vivre autrement, la sublimer dans un cadre exceptionnel. D'accord. Le point culminant du voyage, c'est donc Noël à Innsbruck. Une fois que c'est passé, comment est-ce qu'il aborde le retour ? Le changement est radical. C'est passionnant à voir. Jour 7, le vendredi, il quitte Innsbruck, direction Sirmione, en Italie, sur le lac de Garde. 3h30 de route. Et le détail clé, il prend l'autoroute à péage A22 par le col du Brenner. Ah oui, le contraste est saisissant. À l'aller, en Suisse, il se compliquait la vie pour éviter de payer. Et là, pour le retour, il prend l'autoroute sans hésiter. Exactement. Le but a changé. L'aventure sur les petites routes, c'est derrière lui. Maintenant, c'est l'efficacité qui prime. Mais ce n'est pas un retour bâclé pour autant. Non, pas du tout. L'étape à Sirmione est un choix de connaisseur. Après le froid des Alpes, se poser au bord d'un lac italien, avec le château, les thermes, c'est une étape de décompression parfaite. Une transition en douceur vers le sud. Il ne se contente pas de rentrer, il continue de voyager. Et la suite le confirme. Jour 8, le samedi, grosse journée de route, 4h30 pour rejoindre Arenzano sur la côte Ligure. Oui, c'est l'étape la moins glamour, on traverse la plaine du Pô, mais son point d'arrivée est stratégique. Plutôt que de s'infliger 8 heures de conduite d'un coup, ce qui serait épuisant, Il coupe le trajet en deux. voilà. Et il s'offre une dernière soirée agréable, un dîner face à la mer. Le retour ne devient pas une corvée. C'est le chapitre final et il est plaisant. Et ça lui permet de finir en douceur. Le dernier jour, le dimanche, il lui reste à peine 2h30 de route pour Fayence. Il arrive chez lui en milieu de matinée, tranquille. C'est une fin de voyage très maîtrisée, une phase de décélération pour réatterrir en douceur, rentrer reposé. C'est aussi important de bien finir un voyage que de bien le commencer. Quand on met tout ça bout à bout, ce qui est frappant, c'est la cohérence. Presque 2000 km, 9 jours, 4 pays, en hiver, et pourtant on n'a jamais l'impression que c'est la course. Non, il y a une vraie respiration. C'est presque construit comme une histoire. L'exposition en Italie, le grand moment à Innsbruck, et puis un épilogue relaxant sur le chemin du retour. C'est une excellente lecture, oui. On peut vraiment parler d'un arc narratif. Et je pense que 3 grands principes le définissent, ce projet. Le premier, c'est ce rythme maîtrisé dont on parlait, cette alternance entre conduite et découverte. Le deuxième, ce serait ce mélange de pragmatisme et de romantisme. Il sait être efficace et prendre l'autoroute quand il le faut, C'est ça. mais il choisit aussi le chemin des écoliers pour le plaisir des yeux. C'est exactement ça. Il n'est pas dogmatique, il adapte sa stratégie. Et le troisième principe, qui englobe tout, c'est la clarté de son intention. Il sait pourquoi il part. Vivre une expérience de Noël alpin en autonomie. Et chaque décision sert cet objectif. C'est une organisation impressionnante, c'est certain. Mais je me demande s'il a laissé la moindre place à l'imprévu dans tout ça. C'est un très bon point, et ça nous amène directement à la conclusion. Pour finir, il y a une dernière note dans les documents qui a attiré mon attention. C'est une question qu'il se pose. Il écrit « Auriez-vous besoin que je vérifie les conditions d'accès au marché de Noël qui pourraient être ouverts avant Noël ?» Une question très pratique, très organisée, fidèle au reste du plan. Oui, mais elle soulève une réflexion plus profonde. Quelle est la part du plan parfait dans la réussite d'un voyage ? Et quelle est la part qu'on laisse à la magie de l'instant ? À la découverte fortuite d'un petit marché non répertorié, juste parce qu'on a suivi une odeur de cannelle. Ce plan est une partition magnifique, c'est vrai, mais les plus beaux souvenirs, ce sont souvent les petites notes d'improvisation qui n'étaient pas écrites.
C'est toute la tension entre la feuille de route et les trésors du chemin.